Pourquoi mon père avait rien dit, pourquoi ma mère elle avait... Enfin voilà, j'ai tout le temps ce besoin de comprendre. Je me sentais une proie sans arrêt. J'avais peur tout le temps qu'il se passe quelque chose. Son regard était très explicite, c'était un regard qui disait « je ferai de toi ce que je veux ». Je sentais ce poison qui envahissait tout, y compris tout air qu'on respirait dans cette maison. Tout se passait au sein de la famille, chez nous. En fait, je voulais savoir si c'est moi qui n'avais pas compris la chose, si ça se passait comme ça, si c'était normal ou pas, quoi. Ils sont 7. Ils s'appellent Sandrine, Nicolas, Nadia, Valérie. Il y a aussi Marie et ses 2 filles, Louise et Joséphine. Joséphine, la sœur de Louise, nous parlera à visage caché. Ils ont entre 23 et 60 ans. Ils viennent de différents horizons, de différents milieux, et ils vont tous nous raconter leur histoire, celle d'un tabou. Leur histoire pourrait être celle de votre voisin, de votre cousin, ou même celle de votre propre famille. Car ce qui leur est arrivé, ce n'est pas une histoire exceptionnelle. C'est celle de plus de 2 millions de personnes en France, selon le dernier sondage Ipsos. Ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir la force, le courage de parler de leur enfance trahie. Ils sont une infime minorité à sortir du silence. Enfants, ils se sont sentis seuls au monde. Ils ne savaient pas alors combien leur destin pouvait se ressembler. Ils ne savaient pas que les épreuves, les étapes qu'ils ont traversées, sont quasiment toujours les mêmes dans ces familles incestueuses. Ma mère était toujours tirée à 4 épingles, mon père aussi quand il sortait. C'est vraiment pour le couple, je sais pas, Barbie et Ken, quoi, avec leurs 2 enfants. C'est toujours donner une façade propre et voilà, de gens lisses, de gens irréprochables. Moi, je trouve qu'on était un foyer heureux et uni. Ouais. Ouais. Franchement, heureux, uni, tout roulait, à part les petits bobos quotidiens. Il pouvait pas leur arriver quelque chose au sein de la famille. C'était inenvisageable. Inenvisageable que le lieu qui doit protéger devienne celui du danger. Et pourtant, les chiffres attestent que plus de 2/3 des agressions sexuelles ont lieu au sein même de la famille. Mais comment la mécanique se met-elle en place ? Mon premier souvenir d'abus sexuel, je m'en rappelle très très bien. Je pense que c'est celui dont je me rappelle le mieux. On était allé chez ma grand-mère et après j'étais partie avec mon frère et on était partis jouer dans le jardin. Et donc il y a un de mes oncles qui est venu, je pense, sous prétexte de nous surveiller. Donc j'avais 12 ans en fait, la première fois dont je me souviens, j'avais 12 ans. Il m'emmenait dans un café en fait, dans un petit village, je ne saurais plus dire où, en tout cas. Et puis ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il m'a acheté plein de bonbons. C'était dans son appartement, on était partis en famille l'après-midi.
Ma mère m'a fait prendre une sorte de douche-bain chez lui. Et voilà, je l'ai vu arriver. Et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'était pas normal, que c'est pas l'oncle qui vient voir si tout se passe bien en mettant une gentille petite caresse sur la tête. C'est pas ça. On voit le regard, l'intention. Il a commencé à glisser sa main, c'est-à-dire sur la cuisse, sur le dos. Il m'a touché le sexe, des choses comme ça, qui étaient pour un enfant qui prend son bain quelque chose déjà que j'ai ressenti et que je ressens encore de toute façon en moi comme déjà un grand moment d'effroi. Et donc, il m'a entraînée derrière la voiture. Et en fait, c'est là qu'il a commencé à me toucher, à mettre sa main dans ma culotte, etc. Et moi, je me rappelle que je pleurais. Et mon père, après, est arrivé. Et il a surpris donc, mon oncle. Et il l'a attrapé violemment par le col et il l'a rentré dans la maison, en fait. Mais après, je suis retournée jouer avec les autres parce que je me suis dit, voilà, il l'a attrapé. Tout le monde va voir comment mon père est furax et forcément, ils vont lui demander ce qui se passe. Et il va le dire. Ça ne pouvait pas être autrement, quoi. Par exemple, le matin, tout ce qu'une petite fille normale fait, va voir ses grands-parents quand elle se réveille. Donc mon grand-père il restait encore dans son lit, j'allais le voir, donc il commençait à abuser de moi. Et puis ma grand-mère arrivait, et elle lui disait d'arrêter, mais lui il continuait, il lui disait sors. Donc elle partait, elle fermait la porte, elle me laissait avec lui. Il m'a emmenée donc dans une hutte et ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait donc 2 lits superposés et il faisait très très froid. Il m'a dit, écoute, puisque il fait très froid, on ne va pas faire les 2 lits, on va dormir ensemble, etc. Donc j'avais entièrement confiance en cet homme. Il avait beaucoup d'autorité sur moi et voilà, c'est la première fois que ça s'est passé. L'interdit absolu, posséder la chair de sa chair et transgresser. Pour tous, cette première fois n'est que le début d'une longue série. Car l'inceste, c'est un viol qui dure des années. L'histoire de Nadia commence en Algérie, dans un petit village de montagne. Elle naît au sein d'une fratrie de 10 enfants. Son père part se battre pour l'indépendance de son pays. Alors à la maison, c'est la loi des frères qui triomphe. C'est d'abord l'aîné qui l'agresse sexuellement, puis le cadet, celui qu'elle nomme M. Elle a alors 4 ans. Ça se passait à la maison. Souvent, d'ailleurs, la première fois que ça s'est passé, c'était 1 heure de sieste. Au début, c'était petit à petit, puis après, ça allait de plus en plus loin, et de plus en plus fréquemment. Pas que les siestes, c'était les nuits, c'était la bagarre, comment je vais dormir cette nuit? Comment je vais faire pour dormir? Où aller, surtout. J'avais beau fermer la fenêtre, la porte, c'est de la chambre, ma chambre. Il arrivait tout le temps et il fallait que je passe à la casserole, quoi. Je me rappellerai tout le temps. Faites secours sur moi, c'est tout. Un rituel qui durera plus de 10 ans. Pour Sandrine, c'est à l'âge de 5 ans que tout commence. Son oncle est alors un adolescent de 16 ans. J'ai le souvenir en tout cas qu'il me demandait de me mettre toute nue
et de ramasser toutes les poussières qu'il y avait par terre à la main. Enfin, voilà, il y avait toutes sortes d'humiliations, puis des humiliations, en fait, ça passait après à des attouchements, et puis après, en fait, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus loin, quoi. Il y avait un rituel d'intimidation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrivait, moi, je sentais tout de suite la mise en place d'un double jeu. Voilà, donc il arrivait, il avait un contact avec mes parents, un contact officiel avec nous, et parfois par bribes de moments, un regard, une intention, pour bien montrer en fait ce que moi je ressentais, ce que je ressentais, moi qu'il voulait me dire, c'est moi qui décide. C'est moi. Et c'est vrai que de montrer, tu vois, tes parents, j'en fais ce que j'en veux, on leur fait 3-4 blagues, on les met dans la poche, et en fait c'est moi le maître ici, c'est moi qui décide de ce qui se passe. Je me souviens aussi d'une chose, c'est qu'à côté de son lit, il y avait des livres érotiques et il me les faisait lire. Il y avait des choses avec des BD en fait. Il venait avec ses BD porno en noir et blanc. Il me demandait de prendre des positions comme dans les BD. C'était de plus en plus récurrent en fait, c'était de plus en plus souvent. C'était donc je disais le midi au début, puis après c'est devenu le soir. Donc il disait à ma mère qu'il allait purger mon radiateur, le radiateur de ma chambre. Donc il montait dans ma chambre, bon, je grandissais, hein, je suis devenue ado après, et il me violait dans mon lit, quoi, voilà. Que se passe-t-il alors dans la tête de Valérie ? Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant quand ses propres parents deviennent une menace ? On se sent comme une espèce de pantin, un pantin qui est là que pour assouvir en fait la pulsion, le désir, ce que maintenant j'appelle la pulsion, le désir, mais pour moi à l'époque c'était la volonté de ce que quelqu'un d'autre peut faire sur soi, et je dirais même pas que c'est dominant-dominé, parce que le dominé, au bout d'un moment, il n'est même plus dominé. C'est pire que dominé, il est par terre. C'est une lutte même plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en tant qu'enfant, quand on sent que cette force qui m'a semblé inhumaine, est tellement dépassante qu'il n'y a plus de lutte. J'ai cherché n'importe quel coin perdu, n'importe quel recoin pour me cacher. Mais de toute façon, il m'a retrouvée. Il m'a retrouvée, c'est comme ça. D'ailleurs, il me le disait, avec la résonance que les mots qui me reviennent là. De toute façon, où que tu vas, je te retrouve. Voilà, c'est le mot. Il me disait qu'il fallait rester tranquille, quoi, et que... Il disait qu'il fallait qu'il m'apprenne, en fait, comment... C'était mon maître. Le soir, dans ma chambre, je me dis, mais pourquoi je m'en vais pas en courant ? Pourquoi je me débats pas ? Mais en fait, c'est que tout mon corps, il était complètement tétanisé, quoi. J'étais incapable de bouger, incapable de dire oui, non, enfin... Puis la question se posait pas de toute façon. Il n'y avait pas... À aucun moment, je me suis dit, là, je vais lui dire non, quoi. C'était... Il y avait une espèce d'emprise. En fait, je me souviens, des fois, il suffisait d'un regard et je savais qu'il fallait que j'aille dans la chambre. L'agresseur impose ses propres règles, des règles folles, destructrices, autant physiquement que psychologiquement. Mais l'enfant, lui, dans ce chaos, que peut-il comprendre ? On cherche, je pense, et j'ai cherché une justification. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'attaque à moi de cette manière aussi violente ?
qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter une telle attaque, une telle haine? Et cette haine, on l'intègre comme quelque chose de, si on a essayé de te détruire, c'est qu'il y avait une raison. On se dit que déjà je sais pas, on n'est pas normal, et puis en plus on se dit pourquoi nous, on a fait quoi, on a provoqué quoi pour ça? Si le grand-père a ressenti ça, c'est peut-être aussi à cause de nous, donc ouais, on se remet en question, puis on a honte, quoi. Et il disait souvent que c'était moi qui venais le chercher. Que lui me disait non, il fallait pas, mais que moi, du haut de mes 5 ans, je lui disais que si. En fait, pour lui, il avait instauré comme une relation amoureuse, quoi. C'était... Et que moi, j'étais en demande et qu'il répondait à mes demandes. J'ai l'impression, à 6-7 ans, d'être la pire des perverses de la Terre, quoi. Je me sentais super coupable. Je me sentais très sale, honteuse, tous des sentiments négatifs. Le fait, en plus, que ça se reproduise derrière et que moi, je sois vraiment complètement incapable de dire non, je me sentais carrément complice, quoi. J'étais incapable de dire non parce que... dire non, c'était dire oui avant, en fait. Le corps, il vit avec l'excroissance, avec la douleur. Mais ce qui devient le plus insupportable, c'est le silence. Ma chambre était au second étage. Ma mère était juste en dessous, donc je ne vois pas comment elle n'aurait pas su, quoi. Je veux dire, en plus, ça ne durait pas quelques minutes. Donc, en étant juste en dessous, je ne vois pas comment elle a pu ne pas voir. Quand on est enfant, on ne va pas voir ses parents dans un climat de peur. On ne va pas leur dire « Vous savez, tonton, c'est un violeur ». Non, on se cache, on fait du bruit, on hurle, on est turbulent, on se touche les organes génitaux. C'est comme ça qu'on parle, on ne fait pas une lettre en recommandé. Il y a pourtant des familles où les enfants trouvent la force incroyable de parler. C'est l'histoire des 2 sœurs, Louise et Joséphine. C'est aussi l'histoire de leur mère, Marie. Louise et Joséphine grandissent dans une famille aisée, où l'éducation est stricte. Elles vont subir les abus de leur grand-père, un patriarche qu'on ne contredit pas. Elles ont alors 3 et 5 ans. Leur grand-père, 70. C'est Louise qui, la première, va rompre le silence, à table, devant ses parents. J'en ai parlé, j'ai essayé de l'expliquer avec mes propres mots, mais je l'ai expliqué aussi avec mes mains. J'ai dit comme ça, papy, il a fait ça. Je me souviens que quand elle a parlé, je lui ai dit de se taire tout de suite. Je lui ai dit, tais-toi, on peut pas en parler, on n'a pas le droit d'en parler. En fait, je voulais savoir si c'est moi qui avait pas compris la chose, si ça se passait comme ça, si c'était normal ou pas, quoi. Et j'attendais de voir la réaction de mes parents, quoi. Et là, bon, moi j'avoue, je suis tombée de très haut. Et là, mon mari a convoqué ses frères, qui ont convoqué mon beau-père. Ils en ont parlé ensemble. Et tous les 4, avec lui, ont décidé que on n'en parlerait plus. Et puis après, on n'a plus du tout parlé. On a pu parler, donc à partir de là, il y a ce point d'interrogation en fait qui s'installe et on ne sait pas si c'est normal ou pas. Donc quand il recommence, on se dit tout le monde le sait, donc c'est normal. On aurait dû porter plainte, ça c'est certain, la première fois. On l'a pas fait. Et puis après,
Bon, on s'est dit, ça va, il va plus recommencer, on fait confiance. Et malheureusement, il a continué parce que il a continué. Bon, ça s'est essentiellement passé par la suite, même lorsqu'il venait à la maison. Donc c'était quasiment, enfin pas sous nos yeux, mais quasiment sous nos yeux, parce que moi dans la cuisine, lui dans le salon, avec les enfants, mes beaux-parents là, et moi, je dirais une sorte de naïveté, me disant mais c'est pas possible, ça peut pas. Enfin, j'étais persuadée que effectivement ce qu'il avait dit, qu'il ne recommencerait plus jamais. Mais le grand-père va continuer. Pendant plus de 8 ans. Ma grand-mère arrivait généralement avec des bonbons ou une petite carte, et lui arrivait avec une petite enveloppe avec 100 francs dedans. Elle était très gâtée, hein, ça y est, pas de souci. Peut-être comme ça qu'on achète le silence. Hein, mais... Tout le monde s'est instauré en fait ce silence. Donc tout le monde est plus ou moins responsable de cette situation, quoi. Personne n'a, pour moi, c'est dur, mais personne s'est manifesté et s'est positionné en tant qu'adulte. Mais moi j'étais là et je pensais que ma présence suffisait, si vous voulez. Même d'une pièce à l'autre, enfin bon, je pensais que le fait d'être là suffisait. Mais non, ça n'a pas suffi, malheureusement. Parce que j'étais certaine que, bon, autant quand vous laissez vos enfants chez des grands-parents à la campagne, ou vous dites vous n'êtes pas là. S'il se passe quelque chose, vous n'êtes pas là. Mais là, chez moi, je pensais que réellement, mes filles étaient protégées. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir été complice de quoi que ce soit. Ça, je vous dis, je crois que je pourrais pas me regarder dans une glace si jamais j'avais ce sentiment-là. Complice, aveugle, irresponsable. Une chose est sûre. Contrairement à ce que l'on pense souvent, l'inceste ne se réduit pas à une relation de domination entre un abuseur et un enfant. Non. C'est une affaire qui empoisonne toute une famille avec un personnage clé. S'il y a quelqu'un à qui j'en veux, c'est vraiment ma mère. Le nombre de fois où je disais non, je n'en peux plus, Khalini, c'était impossible qu'elle n'entende pas. J'appelais maman, yimma en arabe. Et il n'y avait personne qui arrivait. Et qui d'autre pouvait venir? Il y avait que ma mère qui pouvait venir. Hein. Donc des indices, oui, elle en a eu parce qu'elle a trouvé du sang dans mes culottes à 6 ans, 7 ans. À l'époque, elle s'est dit que j'avais peut-être mes règles. Donc je pense que bien sûr, au fond d'elle, elle savait très bien ce qui se passait. Mais elle ne voulait pas voir. Je me dis que quand on est mère, c'est notre sang, c'est notre chair, et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas réagi. Alors elle dit qu'elle n'a pas vu, qu'elle a été écrasée par mon père, par sa famille, mais moi je pars du principe que à partir du moment où c'est ses enfants, n'importe quoi, n'importe qui, on peut l'écraser sur son chemin. Et elle était là quand on avait besoin d'elle, dans le sens où elle était là pour venir nous chercher à l'école, elle était là pour nous donner notre bain, elle était là pour nous faire plus ou moins nos devoirs, même si vite elle s'énervait. Mais elle a beaucoup plus misé sur sa relation avec notre père, ça c'est sûr. Elle a fait passer notre père avant nous. Je pense qu'elles m'en voudront toujours. Enfin,
Et je l'assume, hein, enfin, c'est normal. J'ai pas su j'ai pas su les protéger. Enfin, j'ai pas su. J'ai pas vu. Je voulais être tellement maigre qu'il puisse plus toucher mes fesses, parce que avec M, il y avait, on va dire que c'était assez obscène. Pendant des années, je me fais des trous en pensant que si je fais des trous à mes fesses, il n'y aura plus rien, quoi. Donc il viendra plus m'embêter, quoi, c'est tout. Je me remplissais de nourriture, pour oublier, pour me punir aussi. J'avais un corps qui me plaisait pas, qui me dégoûtait, franchement, c'était pas que mon corps, quoi, c'était tout mon être qui me plaisait pas, qui me dégoûtait. Je pourrais dire aussi que je me mutilais, quoi. J'aimais bien me faire mal, quoi. Sentir la souffrance, la douleur, c'était... je sais pas comment l'expliquer. Dès que je pouvais frapper dans un mur et me faire mal à la main, je le faisais. Dès que je pouvais me pincer, me griffer, jouer avec des ciseaux, je le faisais. J'étais toujours entre... je prenais des risques, quoi. J'étais entre deux. C'est encore là, quoi. Mon corps, je peux pas me voir, je peux pas, parce que parce que c'est inscrit en moi tout le temps, c'est moi qui l'ai attiré. C'est pas possible, hein. C'est moi qui suis coupable. Donc, c'est mon corps qui est coupable. Si j'avais pas ce corps, il n'aurait pas abusé de moi tant d'années, c'est tout. Je venais d'avoir 14 ans et un mois auparavant, j'avais décidé de ne plus manger. Donc je devenais de plus en plus maigre. Et il me regarde et il me dit « Ah, de toute façon, maintenant, t'es qu'un tas d'os, hein. Aucun chien voudra de toi. » Et ça s'est fini comme ça. Ça a duré jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Je me suis dit, la prochaine fois qu'il vient, je vais l'attendre, quoi. Donc j'ai caché un gros couteau de cuisine sous mon oreiller. Et la fois d'après, en fait, quand il m'a attendu dans ma chambre, j'ai sorti le couteau. Je pense qu'il a vu quelque chose sur mon visage ou dans mon regard, je sais pas, quelque chose qui lui a dit que s'il recommençait, je serais capable de lui faire du mal. En fait, j'ai été formée assez tôt. C'est sûrement une chance pour moi. Et puis j'ai été réglée rapidement aussi. Donc, et puis oui, j'ai eu ma poitrine qui a poussé. Mon corps s'est développé et je pense que ça ne l'intéressait plus. Pour Nicolas, il y a cette dernière nuit de juillet. Son oncle, membre d'une secte sataniste, l'emmène au milieu d'une forêt où une messe rouge est organisée. Un rituel sectaire d'une rare violence, au cours duquel il sera torturé et violé par un groupe de 10 personnes.
moment-là, j'ai souhaité mourir. Et à ce moment-là, devant tant de douleur et tant de peur, parce que pire que la douleur, je pense que c'est la peur qui m'a le plus profondément marqué, c'est l'envie à tout point de vue que ça s'arrête. Je pense que pendant très longtemps, quand j'avais des relations sexuelles, c'était comme dans un film porno, quoi. Je connaissais pas autre chose. Donc, il n'y avait pas de sentiment, il y avait pas. J'arrivais en fait à détacher le côté sexuel du côté sentimental. C'était pas un plaisir très sain, c'était aussi un plaisir du fait que je voyais que j'avais, moi, à mon tour, un pouvoir ou une emprise sur quelqu'un. Ouais, il fallait que j'ai ma part de... que je punisse à mon tour, quoi. Pas pour faire du mal, dans le sens où ça m'a fait plaisir de faire du mal, non. Il fallait que j'ai ma part de petite vengeance, enfin il fallait que ce soit moi qui décide, que ce soit moi qui dise oui, qui dise non, qui fasse, ou en tout cas, voilà. Je faisais enfin ce que je voulais. D'avoir cette sensation de reprendre l'homme comme un objet et d'en faire ce que je veux, voilà, et puis et à la limite, si je le fais souffrir après, tant mieux, quoi. Peut-être que là, justement, j'inverse les rôles, mais c'est un peu comme un chasseur qui guette une proie. Là, je m'en repérais un, et je le veux, et une fois que je l'ai, il ne m'intéresse plus, quoi. On passe au suivant, et si celui que je laisse en arrière, il souffre le martyre, tant mieux, quoi. Je pouvais prendre des risques, j'étais jusqu'à faire des très graves erreurs, notamment je couchais à droite et à gauche. Mais comme après ça s'est alterné par la bonne sœur, voilà, donc l'abstinence totale, la bonne sœur. Donc, Mais comment, après de tels chocs, avancer dans la vie ? Comme la plupart des victimes d'inceste, Nicolas, Nadia et les autres vont connaître ce que les médecins appellent le déni, un phénomène stupéfiant. Pour survivre, l'individu oublie inconsciemment ses traumatismes. Au sens propre, durant des années, dans sa mémoire, les abus n'existent plus. Il y a un véritable blackout. Hein. Si quelqu'un, mettons, veut dire, mais alors, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ? On peut dire non. Globalement, c'est quelque chose qui est occulté de notre psychisme et de notre vie consciente. Pendant, on va dire peut-être une vingtaine d'années, c'était totalement occulté. Hein. C'était je t'es parti, j'ai une autre vie, je suis ailleurs, ça m'est pas arrivé, c'est pas vrai, je peux pas y penser. Il fallait que j'oublie totalement. C'était comme si on avait mis on avait coulé du béton dessus, et puis un jour le béton, ça craque, ça pouf. Les souvenirs de Nadia ressurgiront brutalement à l'âge de 30 ans, lorsqu'elle rencontre un homme qui ressemble à son frère, M. Absolument tout ce qui m'est arrivé, mais alors du début de mon premier canard sous la douche, juste à la fin du rituel, mais tout m'est revenu d'un seul coup, comme vraiment une espèce de diaporama en accéléré. C'est d'une énorme fulgurance. Et
qui m'a mis un peu KO et où vraiment tout mon psychisme s'est remis en place à ce moment-là. Pour Nicolas, c'est la rencontre avec sa première femme, à 23 ans, qui va tout déclencher. Je pense que dans mon cas, j'avais une telle volonté d'aimer profondément que je savais que je pense que je ne pourrais pas aimer avec ça d'une manière comme ça, souterraine en moi, c'est que ça me posait trop de problèmes relationnels. Je ne pouvais pas être dans une vérité, en fait. Valérie, elle, aura de violents flashs de mémoire lors de sa première grossesse. Pour Louise, le déclic a lieu à 12 ans, un jour où son grand-père abuse d'elle à nouveau. Là, j'ai tous les souvenirs qui sont revenus en tête que j'avais mis dans un coin de ma tête et que j'avais étouffé, quoi. Et donc tout a ressurgi. J'aurais pu aller voir ma mère. J'aurais pu aller expliquer à mon père. Mais je suis allée voir tout de suite ma sœur. Tout de suite. Et quand je suis arrivée dans sa chambre, je lui ai dit, je sais pas si je pète un plomb, j'en sais rien, je comprends pas, mais j'ai l'impression que j'ai fait un cauchemar, mais en même temps j'étais réveillée, je comprends pas. Attends, est-ce que c'est normal ou je délire parce qu'à la limite, on se demande si on n'est pas folle, quoi. Donc j'ai expliqué ce qui s'était passé et je pense qu'elle savait très bien où j'allais en venir, quoi. J'ai senti en elle tout qui remontait aussi d'un coup. Ça venait vrai, quoi. C'était... Enfin, j'avais pas... je m'étais pas fait des films, c'est là tout a ressurgi, quoi. Le temps du déni est écoulé. La mémoire est retrouvée. Pour certains, c'est le moment d'affronter leur agresseur. Moi, je sais que quand je lui ai dit les choses à mon agresseur, il m'a fait du chantage au suicide. Il m'a dit qu'il allait se foutre en l'air. Il m'a dit qu'il se promenait avec un fusil dans son camion, puisqu'il se promenait en camion. Et là, j'étais encore dans un état où c'était moi la coupable. Moi, j'y suis allée très calmement et je lui ai dit, bah voilà, je viens de voir parce que tu m'as fait quelque chose quand j'étais petite et j'ai pas oublié. Et en fait, tu m'as pourri ma vie et je voudrais savoir pourquoi, en fait. Pourquoi tu m'as fait ça et en fait, il s'est mis à pleurer, il a panié. Il m'a dit qu'il était désolé et que c'était des conneries de jeunesse, en fait. Puis il s'est vite débarrassé de moi en me donnant sa carte de visite et en me disant « mais rappelle-moi, on va se prendre un café, on va en discuter, etc. » Et puis après, j'ai plus jamais eu de nouvelles, en fait. Reste maintenant un autre silence à briser, celui du clan familial. Mais envers et contre tout, les résistances sont impressionnantes. Quand j'ai parlé de ça à ma mère, s'est écroulée en pleurs en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire quel malheur ?» Et voilà, elle s'est écroulée. Attitude un peu théâtrale. Et mon père, pour être cru, il m'a dit « bon, bah voilà, maintenant c'est fait. Bon, mais qu'est-ce qu'on mange, quoi ?» Ma mère, quand elle l'a su, quand je lui ai dit, donc après la naissance de ma fille, donc il y a à peu près 8 ans de ça maintenant, je pense, elle m'a traité de pute. Voilà, pas de prostituée, non, elle m'a traité de pute. Elle m'a dit que j'avais fait ça pour de l'argent. Donc ce jour-là, je me souviens encore, j'étais dans un fauteuil chez moi, dans ma maison, dans la maison que j'habite maintenant, et j'ai hurlé de douleur. Bah, mon père, c'est un peu comme le reste de la famille, j'ai pas arrêté de lui dire, de lui crier pourquoi. Pourquoi t'as laissé faire ça? Pourquoi t'as pas réagi? Pourquoi tu m'as pas protégée? Et pendant très longtemps, il voulait pas en entendre parler. Il me disait mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, moi je m'en souviens pas.
Et je lui dis, bah voilà, moi, tant que tu refuses de parler de ça avec moi, je veux plus te voir, quoi. Et finalement, quand il a été prêt, quelques mois après, en parler avec moi, il a reconnu, quoi. Maintenant, plus de 15 ans pratiquement après la divulgation officielle devant la famille des faits, je peux dire concrètement que rien n'a changé. Absolument rien. À part que moi, je suis en contact avec eux d'une manière diplomatique. Et quand parler ne sert à rien, alors seule la loi peut faire bouger les choses. La loi qui fixe clairement la frontière entre l'abuseur et la victime. La loi qui dit clairement que l'inceste est un crime. Si 3/4 des victimes d'inceste ne portent jamais plainte, Louise et Joséphine, elles, ne plieront pas face à leur agresseur. En 2003, elles assignent leur grand-père en justice. Malgré les pressions, les nombreuses lettres du grand-père pour les faire renoncer, leur détermination reste entière. Aux côtés de leurs frères et de leurs parents, elles affronteront 4 années de procédure judiciaire. Il n'y a pas eu un moment où j'ai voulu faire retour en arrière, même si ça a été très dur et que c'était un travail tous les jours que c'était pas évident, c'était pas facile. Ça, je dirais jamais l'inverse. C'est vrai que ça a été dur, mais on est allé jusqu'au bout. Elles ont plus de 20 ans quand le verdict tombe. Le grand-père est condamné à 3 ans de prison. Il fait appel, mais décède quelques mois avant d'être incarcéré. Néanmoins, pour les 2 sœurs, le jugement est une réelle libération. Là, pour moi, maintenant, je peux me construire. Pas me reconstruire, me construire. Ça y est. Ouais. C'est fini. Nicolas a porté plainte contre son oncle en mars 2004. La procédure est extrêmement lente et complexe. Il se bat seul. Le procès est encore loin. Mais ni Nadia, ni Valérie, ni Sandrine n'ont pu intenter de procès à leur bourreau. Il leur avait fallu des années de travail sur elles-mêmes pour franchir toutes ces étapes psychologiques. Le jour où elles se sont senties enfin prêtes à saisir les tribunaux, il était trop tard. Le délai de 10 ans que leur accordait la loi était passé. Il y avait prescription. Que la justice ait tranché ou pas, comment faire le deuil d'une enfance qui n'a pas eu lieu ? Nadia a dû rompre avec sa famille, fuir l'Algérie. Elle a refait seule sa vie en France. Une grande partie de sa reconstruction passera par la lecture, l'écriture de poèmes. Nicolas est devenu chanteur lyrique. Il est père de 2 enfants. Pour avancer, tous ont fait un vrai travail psychologique.
aidés pendant des années par des psychiatres, des groupes de parole, des thérapeutes familiaux. Des démarches qui permettent à certains de renouer avec leur famille. Mon père aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on réussit à reconstruire, enfin à construire même une relation qu'on n'a jamais eue. Donc il est très protecteur maintenant vis-à-vis de moi, il s'occupe même trop de moi, il m'appelle tout le temps pour savoir comment je vais parce qu'il est très inquiet. Et aujourd'hui, il se rend compte que vraiment toute la famille déconnecte complètement. Et même je pense que quand il me voit agir avec mes enfants, il se rend compte que les enfants, c'est des enfants, quoi. Donc il voit quand même la différence aussi, il voit que les comportements ne sont pas les mêmes. Tout le monde a son chemin avec des embûches. Moi, je les ai eues très tôt et il m'a fallu longtemps pour les surmonter, mais j'arrive maintenant aussi à un âge où j'ai certains côtés de ma vie qui sont beaucoup plus simples que bien des gens et j'ai une capacité à être heureux qui est très importante. Voilà, et que moi, mon chemin, il a peut-être été très très dur de 6 à 30 ans, et que j'ai dû énormément remuer de choses en moi-même et de capacités de vie, mais pour moi, c'est du passé. Et si je vais bien, si mes fils ils me voient le matin sourire, profiter de la vie et vivre en paix et vivre d'une manière épanouie, je leur transmettrai quelque chose qui sera avec ses défauts, mais qui sera vivant. Quand je vois ma fille et mon mari, je vois qu'il y a quand même quelque chose de bien qui peut sortir de moi. Donc c'est la preuve vivante que tout n'est pas mauvais en moi. Si moi, mon attitude, c'est de me dire que ma vie est conditionnée par ça, c'est que là, il m'aurait vraiment violé. À partir du moment où moi, je vis, où moi, je vibre, où moi, je suis heureux, où moi, je suis en amour avec les gens autour de moi, en fait, ils ne m'ont pas violé. Ils auront essayé, eux, dans leur haine, de m'humilier, de me faire du mal, mais dans le fond, ils n'auront pas réussi. J'ai dit, ah, ce corps, ils l'ont eu, il est pourri, mais là, ils t'auront jamais. Hein. Donc, bon, et c'est là, je crois que, bon. Mais c'est vrai, ils n'ont pas eu ma tête. Plus les jours passent et plus j'ai de recul et plus j'accepte mon histoire. C'est mon histoire, ça c'est sûr. Ça restera mon histoire, mais plus les jours passent et plus la souffrance diminue, quoi. Et le pardon prend place. À qui t'en veux le plus, en fait? Maintenant? Personne. Personne.